Et justement, je vais revenir à une de mes premières questions, Mathieu Bock-Côté, pour la 3e fois. Excusez-moi d'insister là-dessus. Mais à quel point ces leaders étudiants, cette gauche radicale, a conscience des paroles qu'elle utilise? Vous décryptez à la loupe chaque mot. Mais à quel point certaines personnes de cette gauche radicale ont conscience des conséquences et du sens ultime de ce qu'elles racontent? Si vous me demandez si tous les chefs politiques sont toujours conscients de toutes les conséquences et des origines théoriques de ce qu'ils disent, bien sûr que non. Je veux dire, Pauline Marois n'a probablement pas son action politique sur une lecture fine de la conquête, sur une lecture fine des rapports complexes entre le Québec, son histoire, le fédéralisme, et ainsi de suite, et pourtant elle a des convictions. Eh bien, par ailleurs, elle ne se prend pas pour une théoricienne, notez bien. Jean Charest a des convictions qui sont liées probablement à une série d'intuitions, de convictions. Il a un programme, François Legault, et ainsi de suite. La classe prétend poser le débat politique à un autre niveau. Elle dit, nous n'acceptons pas les règles du jeu. Nous n'acceptons pas l'espace politique qui est le nôtre. Nous n'acceptons pas nos interlocuteurs comme des interlocuteurs, mais comme des gens qui œuvrent consciemment au malheur des hommes. Et la classe, donc, quand on regarde son manifeste, par exemple, le mythe de la démocratie directe, quand on lit ce qu'elle nous dit de la démocratie directe, elle condamne l'idée même d'une vie privée, d'un espace qui se dérobe aux politiques. La communauté empiète jusqu'à l'intimité quand on lit sa définition de la démocratie directe. Par sa définition de la démocratie directe, elle condamne l'idée même d'institution, d'un gouvernement, de gouvernants et de gouvernés. Et je le dis, pourquoi est-ce que je prends ça au sérieux? Parce que c'est écrit dans un long manifeste de 1500 mots où ces idées sont clairement affirmées, sont expliquées, et on en présente même les conséquences. Alors, est-ce que tous ceux qui ont signé ce manifeste sont conscients de tous les enjeux qu'ils portent? Peut-être pas, probablement pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas devant un texte politique sérieux auquel on doit répondre. Je veux juste préciser une chose avec vous, Mathieu. La contestation de la loi 78, ça vous semble légitime? Bien sûr. Donc, en fait, ce qui s'est passé maintenant avec la réponse de John Reynolds à Anne-Marie Dussault, c'est vraiment, elle est allée trop loin. Bien sûr. Contester la loi 78 devant les tribunaux, c'est une excellente idée. Et plus encore aux élections. C'est-à-dire le Parti québécois, s'il est élu, la CAQ, si elle est élue, j'en sais rien, Québec solidaire, si elle était élue par je ne sais quel malheur ou miracle, abolirait la loi 78. Oui. Le débat politique doit se faire là. Mais la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre telle loi, la question est de savoir si on reconnaît à l'Assemblée nationale la légitimité de faire des lois. Alors, elle est là l'enjeu. Lorsqu'on dit la rue a plus de légitimité que le Parlement. Oui. Lorsqu'on dit le Parlement, ce n'est qu'un cirque, c'est une vieille thèse gauchiste, faut s'en souvenir. Quand la gauche radicale nous dit les élections, c'est un piège pour amener le peuple à se divertir en croyant qu'il débat sur des questions fondamentales, alors que dans les faits, il est prisonnier de fausses options, de fausses alternatives, et le vrai pouvoir, c'est celui du capital qui domine tout. Bon, eh bien, quand on a cette vision des élections, on ne respecte pas le pouvoir politique, on le présente comme un pouvoir de pantin, et on se dit, pourquoi respecterais-je ces lois? D'ailleurs, je constate qu'à travers l'appel généralisé à la désobéissance civile pendant le fameux printemps québécois, on a mis en application ce refus de la légitimité des institutions. C'est vrai. J'ai l'impression, petit aparté, que ce que vous épinglez là aussi, c'est un peu les thèses de Ralph Nader. Vous savez, le trouble-fête américain, qui vient tout le temps contester et les démocrates et les républicains, qui vient troubler le jeu au motif que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, qu'on soit à gauche ou à droite. Mais qui s'est présenté à la présidence à quelques reprises. C'est vrai. Donc Ralph Nader accepte pas le parlementarisme, parce que même le système politique américain, ne serait-ce que parce qu'il y participe. Mais pour en montrer l'absurdité, non? Oui, mais avec l'idée quelquefois qu'il est capable de gagner des votes, de gagner une tribune et ainsi de suite. Je ne suis pas exagérément sympathique à Ralph Nader, mais pourtant il a porté une voix contestataire au sein des institutions. Et c'est ça qu'on doit rappeler. Il ne s'agit pas de faire taire les contestataires, il ne s'agit pas de faire taire même les radicaux, il ne s'agit pas de faire taire ceux qui sont profondément en désaccord avec notre société. Il s'agit de les inviter à accepter la procédure de la démocratie libérale pour porter leurs revendications et piloter les changements qu'ils souhaitent. Parce que si on n'accepte pas cette logique, si on n'accepte pas que le pouvoir politique doit être institué dans la démocratie libérale, ça ouvre la voie à bien des dérives, et j'ai l'impression que nous ne sommes qu'au début de ces dérives si ça continue. Revenons un peu au fondement, Mathieu Bock-Côté, de la gauche radicale et le peuple. Bon, la gauche se prend un peu, à cette gauche radicale en tout cas, se prendrait, si je vous comprends bien, comme une forme de clergé, moyenâgeux, et qui parle au nom qui parle au nom d'un peuple qui lui ne sait pas lire, ou qui ne sait pas comprendre, et qui serait la voix, la conscience claire et pure du peuple.
peuple. Cette gauche radicale dit que le peuple est manipulé, notamment par les grands médias, etc. Il y a quand même du vrai là-dedans, non? Ça dépend ce qu'on veut dire par là. Premièrement, prétendre que l'ensemble des médias ne font qu'un. Oui. C'est une erreur. C'est une simple erreur. Nous sommes là pour en témoigner à Radio Ville-Marie. Oui, Radio Ville-Marie n'est pas Choix FM, qui n'est pas Radio-Canada, qui n'est pas Cogeco. Le Devoir n'est pas le Journal de Montréal, qui n'est pas la presse. Et par ailleurs, avec l'arrivée des médias sociaux, il y a l'espace public s'est élargi, peut-être même exagérément. Oui. Alors, le peuple n'est pas manipulé au sens strict. Est-ce que par ailleurs, chaque parti utilise sa propagande? Bien sûr, mais la propagande fait partie du jeu de la politique depuis toujours. Oui. L'originalité de l'espace public occidental, c'est le pluralisme idéologique qu'il permet, le pluralisme politique qu'il permet. Ça ne veut pas dire que notre société est absolument transparente, ça ne veut pas dire que les médias sont parfaits, ça ne veut pas dire que les journalistes font toujours bien leur travail, mais dire du peuple qu'il est instrumentalisé, qu'il n'a aucune autonomie morale, que le sens commun à partir duquel il fonctionne au quotidien n'a aucun sens et que c'est un ramassis de préjugés, eh bien, ça témoigne, je crois, d'un mépris du peuple que je ne partage pas. Un mépris qui se déguise sous les atours de l'amour. Ah, mais bien sûr, mais vous notez bien, hein, ceux qui aiment le peuple au singulier prennent rarement la peine quelquefois de connaître le peuple dont ils parlent. Et ça, c'est toute une histoire dans la gauche radicale, hein, ne l'oublions jamais. À partir de quelle idée Lénine invente-t-il la théorie du parti? Eh bien, il constate que la classe ouvrière, nous dit-il, est très unioniste, mais n'est pas social-démocrate, en gros. Ce que vous dites me semble fondamental. Est-ce qu'on peut expliciter un petit peu tout ça? Lénine dit, la classe ouvrière n'est pas révolutionnaire, elle est très unioniste, ou syndicaliste, ou social-démocrate. D'accord. Donc, puisque la classe ouvrière elle-même ne veut pas la révolution, il faut créer un parti, donc le Parti communiste, qui sera le véritable dépositaire de la conscience ouvrière. Autrement dit, la classe ouvrière ne sait pas ce qui est bon pour elle, donc la vraie classe ouvrière, la classe ouvrière idéale, sera portée par un parti qui va être son avant-garde éclairée. C'est la formule. Mm-hmm. Bon, dans les années 60-70, cette thèse-là va être reprise d'une autre manière quand on va constater que le peuple, en mai 68 et dans les années 60-70, ne veut pas de la révolution, ne veut pas embarquer dans le grand jeu révolutionnaire. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On met le peuple de côté et on se tourne vers des nouvelles minorités activistes, donc les marges identitaires et ainsi de suite, en disant voilà le nouveau peuple révolutionnaire. Et aujourd'hui, de manière un peu semblable, dans cette histoire longue de la gauche radicale, on dit le peuple veut la révolution, nous sommes le peuple, d'ailleurs nous dit la classe, mais le peuple est trop aliéné pour savoir ce qu'il veut vraiment. Donc nous devons, lui permettre d'accoucher de sa véritable identité par la démocratie directe et par nos assemblées, par nos débats et ainsi de suite. Donc chaque fois le peuple réel est dédaigné parce qu'on sait qu'il ne veut pas de la révolution, parce qu'on sait qu'il n'est pas aussi radical que le souhaiteraient les théoriciens de la révolution. Le peuple au XXe siècle n'a pas voulu être de la chair à canon révolutionnaire. Je constate qu'aujourd'hui il ne le veut toujours pas et je constate que la gauche radicale continue pourtant de dire qu'elle le représente exclusivement. Ce que vous dites rappelle, Mathieu Bocoté, une phrase dans une pièce de Bertolt Brecht, le dramaturge allemand. Oui, le peuple. Et oui, c'est ça, voilà. Il y a le conseiller du roi ou du tyran qui dit le peuple ne vous aime pas. Et le tyran répond, c'est pas grave, on n'a qu'à changer de peuple. Ah ben oui, non mais ça c'est quand même l'idée, hein, dissoudre le peuple et en fabriquer un nouveau. Oui. Alors ça c'est je crois que c'est l'angle mort de la gauche radicale, elle qui est incapable d'accepter l'idée qu'elle ne représente pas le peuple, eh bien elle est toujours obligée de le rééduquer, de le censurer ou de prétendre le représenter dans ses intérêts les plus profonds, les plus fondamentaux, ceux que le peuple eux-mêmes n'apercevrait pas. Par ailleurs, la gauche radicale oublie tout le temps que le peuple est lui-même pluriel, c'est-à-dire le peuple n'est pas qu'à gauche, il n'est pas qu'à droite, il n'est pas qu'au centre, il n'est pas qu'aux extrêmes. Donc, on se retrouve ici devant une notion politique fondamentale, le peuple, dont la gauche radicale a fait un très mauvais usage parce qu'elle prétend en avoir une version définitive, substantielle et qui lui appartient à elle seule. Diriez-vous, Mathieu Bocoté, que la gauche radicale est la bourgeoisie dans le meilleur sens du terme? La bourgeoisie qui se sert du peuple pour autre chose? Oui, je vois très bien, mais non, je crois qu'il y a dans cette gauche radicale souvent un côté un peu bobo, hein, comme on dit. Ben oui, bourgeois bohème. Bourgeois bohème, mais pas seulement. C'est-à-dire, il y a différentes tendances qui se rencontrent là. Donc, bien évidemment, dans les quartiers chics, on applaudit aux manifestations en disant elle est urgente, cette révolution, sans jamais prendre conscience du fait qu'ils seraient les premiers à en payer le prix. Ben oui. Hein, d'ailleurs, faut jamais oublier. Mai 68 met en scène des jeunes bien dotés,
bien nés finalement, qui s'ennuient dans une France trop prospère et qui, croyant représenter le peuple, vont aller le rencontrer à l'usine, et le peuple de l'usine va flanquer les jeunes radicaux à la porte en disant foutez-nous patience, on ne veut pas la révolution, on veut travailler les augmentations de salaire. Bon, eh bien, j'ai l'impression que certains quelquefois vont s'encamailler en se prenant pour le peuple et ensuite se préparent à de grandes carrières. Je ne réduis d'aucune manière la gauche radicale à ça, mais quelquefois c'est un péché de jeunesse dont on s'enorgueillit ensuite. Ça me rappelle encore une fois une blague vous savez les blagues de Marie Chantal, ça vous dit quelque chose ça? Non. Marie Chantal, c'est l'incarnation du snobisme. Elle va au restaurant, un restaurant très chic, commande une soupe à l'oignon gratinée et elle s'exclame, cette soupe à l'oignon, c'est une vraie communion avec le peuple. Pas mal quand même. Allez, dernière question, Mathieu Bock-Côté, parce qu'il nous reste plus que 2 minutes. On vient souvent avec vous à cette question que les élites sont divorcées du peuple. L'inverse est également vrai. Et donc c'est peut-être là-dedans que la classe se glisse, non? Dans ce divorce peuple-élite. Ah oui, ça c'est très juste. Hein. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui une rupture profonde entre le discours officiel de nos sociétés et les préférences populaires. Oui. Et ce divorce est à ce point marqué. En Europe, il génère le populisme. Ici, il génère l'abstention. Donc il y a une espèce de fracture intime dans nos sociétés entre le principe populaire et le système politique qui est le nôtre. Donc, plusieurs cherchent à combler ce fossé, combler cet espace. Et c'est ici qu'apparaissent, donc je l'ai dit, les mouvements populistes, les mouvements radicaux de gauche et tout ça. Voilà pourquoi la réparation de notre société, ça devrait justement consister à réparer la fabrique démocratique. À réparer les rapports entre les élites et le peuple, sachant qu'il y aura toujours des élites, et sachant qu'il y aura toujours un peuple, qu'il y aura toujours des gouvernants et qu'il y aura toujours des gouvernés. Il n'est pas interdit de croire que les gouvernants se définissent dans un rapport d'obligation envers le peuple, un devoir envers lui, plutôt que dans un rapport d'insularité sociale, de sécession sociale, de ségrégation sociale, comme l'avait déjà dit en son temps Christopher Lasch, le grand historien américain. Donc, oui, les élites ont une responsabilité envers le peuple. De son côté, le peuple, peut-être, devrait-il cesser de cultiver une méfiance exagérée envers toutes les institutions qui protègent pourtant nos libertés. Donc, en un sens, pour revenir au sujet de la chronique, Jeanne Reynolds qui répondait à Anne-Marie Dussault, qui lui posait la question si la classe allait respecter les élections, le résultat des élections. Jeanne Reynolds avait dit on verra. Il y a quand même, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, ce que vous critiquez ou ce contre quoi vous insurgez a quand même un contexte qui explique ce qui se passe. Non, mais ça dépend. C'est-à-dire, on peut critiquer l'insuffisance des élites. Oui. On peut critiquer les carences de la démocratie en ce moment représentative. Oui. Lorsqu'on en critique le fondement même, lorsqu'on critique le fondement de l'élection, lorsqu'on critique le fondement même du système, on passe non pas je dirais pas c'est un discours de grade radical. Non, on change de nature, on change de posture. Ce n'est plus une posture réformiste, c'est révolutionnaire. Et quant à moi, devant la révolution, je dis non. Vous préférez l'évolution à la révolution? Je préfère l'évolution à la révolution et je préfère la conservation très souvent aux transformations sociales radicales. Nos libertés aujourd'hui sont à conserver et ceux qui veulent à tout prix une solution miracle pour avoir la espèce de cité parfaite et éternelle sur Terre, ces gens-là pavent souvent vers une société plus autoritaire. Alors écoutez, je vous souhaite un bon week-end bien tiède. Bien sûr, la tiédeur qui est gardienne de la démocratie. Mathieu Bock-Côté, merci. Au grand plaisir. Au revoir.